L'argent. Certains en ont. D'autres non. Certains l'ont maîtrisé. La plupart le courent toujours après. Vous pourriez considérer l'argent comme de simples chiffres, des feuilles de calcul et des opérations mathématiques. Ou une équation qui demande à être résolue. Mais les véritables décisions financières se prennent loin des calculatrices, autour des tables de dîner. Avec l'ego, la fierté, la peur et l'histoire personnelle. La vraie nature de l'argent est cette danse entre l'arithmétique froide d'une feuille de calcul et la nature humaine. Quand il s'agit d'argent, nous sommes des créatures complexes, et la réussite financière ne dépend pas tant de ce que vous savez, mais de la manière dont vous vous comportez. Cette vidéo a été inspirée par le livre formidable de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. Plongeons dans le côté étrange et humain de l'argent. ADN financier. Nous sommes tous issus de générations différentes, avec des parents gagnant des revenus divers et ayant des valeurs distinctes, vivant dans diverses régions du monde, nés dans des environnements économiques variés avec des incitations et des opportunités différentes. Ainsi, nous avons tous des expériences très distinctes face à l'argent. Prenez par exemple le marché boursier et l'inflation. Les personnes nées en 1970 ont vu une augmentation presque décuplée du S&P 500 durant leur adolescence et leurs 20 ans, ce qui a conduit la plupart à avoir une vision positive du marché boursier et une plus forte propension à investir. Celles nées en 1950 ont vu le marché boursier ne pas progresser durant leur adolescence et leurs 20 ans, ce qui a entraîné une vision plus négative du marché boursier et moins d'inclination à investir. Les personnes nées dans les années 1960 ont connu une inflation significative durant leur adolescence et leurs 20 ans, ce qui a mené à une plus grande conscience et une vision plus négative de l'inflation et de ses effets. Les personnes nées en 1990 ont connu une inflation relativement basse durant leur vie, ce qui a entraîné moins de préoccupation et de conscience de ses effets. L'expérience d'une personne avec le marché boursier et l'inflation durant ses années de formation façonne grandement ses attitudes et comportements envers l'investissement et la prise de décisions financières. Les gens justifient chaque décision financière qu'ils prennent en se basant sur les informations dont ils disposent à ce moment précis et sur leur modèle mental du monde, qui leur a été transmis par leurs parents et est façonné par leurs expériences de vie uniques. Bien qu'ils puissent être mal informés, manquer d'informations ou prendre de mauvaises décisions, leurs actions ont un sens pour eux à cet instant et s'alignent avec leur propre histoire personnelle. Selon Housel, les gens font des choses folles avec l'argent. Mais personne n'est fou. Nous avons tous des visions du monde uniques, et puisqu'il n'existe pas de manière universellement correcte de gérer l'argent avec succès, aucun de nous n'est fou. Nous prenons nos décisions financières basées sur nos expériences de vie personnelle et notre vision du monde. Roi des intérêts composés, le sale petit secret de Buffett. Il ne fait aucun doute que Warren Buffett est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Ce qui est stupéfiant, c'est que 81,5 milliards de dollars des 84,5 milliards de dollars de la fortune nette de Warren Buffett ont été gagnés après qu'il ait atteint la soixantaine. Housel explique que peu de gens prêtent suffisamment attention au fait le plus simple. La fortune de Buffett n'est pas due simplement à un bon investisseur, mais à un bon investisseur depuis qu'il était littéralement un enfant. Grâce à ses investissements dès l'âge de 10 ans, Buffett a pu exploiter la puissance de la capitalisation. Imaginons que vous investissiez 1000 $ à un taux d'intérêt de 8%. Votre investissement initial vous rapporterait 80 $ après un an. Si vous capitalisiez votre total de 1080 $ à 8% d'intérêt l'année suivante, vous gagneriez désormais 86 $ et 4 cents. Vous avez gagné de l'argent sur votre investissement initial, ainsi que sur les intérêts que vous avez générés sur le capital. Un investissement capitalisé au fil du temps génère des intérêts non seulement sur l'investissement initial, mais aussi sur les intérêts générés en plus de l'investissement initial. La nature contre-intuitive des intérêts composés fait que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas à quel point les résultats peuvent être extrêmes. Cependant, la capitalisation peut vous aider à gagner plus d'argent au fil du temps. Warren Buffett a commencé à investir sérieusement à l'âge de 10 ans et avait une valeur nette de $1 million à 30 ans.
Imaginons une réalité alternative où Warren Buffett se serait comporté davantage comme la plupart des jeunes. Homme de 20 ans et aurait dépensé une grande partie de ses premiers revenus en voyage et en quelques belles voitures. S'il avait commencé avec une valeur nette de 25 000 $ à 30 ans, avait pris sa retraite à 60 ans, mais avait continué à générer les étonnants rendements moyens de 22% par an, sa valeur nette aujourd'hui serait d'environ 11,9 millions de dollars, 99,9% de moins que sa valeur nette réelle d'aujourd'hui de 84,5 milliards de dollars. Le succès financier de Warren Buffett peut être attribué à la base financière qu'il a construite dans ses premières années et à sa longévité en matière d'investissement. Son talent est l'investissement, mais son secret du succès est le temps et la puissance des intérêts composés. Considérons cela sous un autre angle. Le plus riche investisseur de tous les temps est Warren Buffett. Cependant, en termes de rendement moyen, il n'est pas le plus grand. Jim Simons, par exemple, est un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a capitalisé l'argent à un rythme stupéfiant de 66% par an depuis 1988. Un taux bien plus élevé que celui de Buffett. La valeur nette de Simons, cependant, est de 21 milliards de dollars, soit 75% de moins que celle de Buffett. Comment est-ce possible? Selon Ouzel, la raison en est que Simons n'a pas pu trouver sa voie dans l'investissement avant l'âge de 50 ans, ce qui lui a effectivement donné moins de la moitié des années à capitaliser que Buffett. Ouzel estime que s'il avait investi sur une période aussi longue que Buffett, sa valeur nette aujourd'hui serait de 63 quintillons 904 71 trillions 7 180 milliards 748 millions 160 000 dollars 63 billions 900 milliards 781 millions 780 748 160 000 dollars. Il est important de ne pas sous-estimer la puissance des intérêts composés. Peu importe à quel point les résultats des intérêts composés peuvent sembler contre-intuitifs, ils ne doivent jamais être ignorés. Pessimisme et argent. Pessimisme et argent. L'optimisme est la conviction que les chances d'un bon résultat vous sont favorables avec le temps. Même s'il y a des revers en cours de route, mais quand il s'agit d'argent, nous avons tous un biais envers le pessimisme que nous chérissons dans nos cœurs. En regardant en arrière, cependant, les choses se sont généralement améliorées au fil des ans. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à embrasser le pessimisme plutôt que l'optimisme? La réponse est que les bonnes choses prennent du temps et ne se produisent pas du jour au lendemain. L'argent est un sujet qui attire le pessimisme pour diverses raisons. Commençons par le fait que l'argent nous importe à tous. Lorsque nous entendons parler de quelque chose de mauvais qui se passe dans l'économie, nous sommes plus susceptibles de prêter attention. Par exemple, une baisse de 40% du marché boursier en 6 mois est susceptible d'attirer l'attention immédiatement et peut même entraîner une intervention gouvernementale. Cependant, la nature incrémentielle d'un gain de 140% sur 6 ans peut passer largement inaperçue. Chaque année, un demi-million de vies américaines sont sauvées grâce au progrès de la médecine au cours des 50 dernières années. Les progrès lents, cependant, attirent moins l'attention que les pertes rapides et soudaines telles que le terrorisme, les accidents d'avion et les catastrophes naturelles. Il y a de nombreuses tragédies du jour au lendemain, mais peu de miracles du jour au lendemain. Pour être pratique, nous n'avons pas besoin d'être pessimistes. Malgré les revers, nous pouvons garder la conviction qu'avec le temps, les chances d'un résultat positif nous sont favorables. Lorsque vous regardez les nouvelles soulignant un krach boursier, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'argent, essayez de vous souvenir que les choses ont tendance à s'améliorer avec le temps. 2 éléments oubliés, une histoire. 2 éléments oubliés. En 1968, il y avait environ 300 millions de jeunes en âge de fréquenter le lycée dans le monde, et sur ces 300 millions, 300 élèves fréquentaient une petite école à Seattle appelée l'Acéside. L'Acéside se trouvait être la seule école secondaire au monde à l'époque à avoir un professeur avec la clairvoyance de louer un ordinateur, le télétype Model 30. Ce n'était pas un ordinateur ordinaire. Il était avancé pour l'époque et le type d'ordinateur auquel même les étudiants de 3e cycle n'avaient pas accès. Et pour un étudiant chanceux à l'Acéside, cette circonstance allait tout changer. Cet étudiant était Bill Gates. De 300 millions à 3 cents.
En 1968, il y avait environ une chance sur 1 million d'être un lycéen ayant accès à un ordinateur. Bill Gates et son camarade de classe Paul Allen allaient ensuite créer Microsoft ensemble. Même adolescent, Gates a montré une intelligence exceptionnelle, un travail acharné et une vision des ordinateurs sans pareil. Mais aller à l'Acéside lui a également donné un avantage concurrentiel d'une chance sur 1 million et une longueur d'avance. Et Gates n'hésite pas à le dire. En 2005, il a déclaré « S'il n'y avait pas eu l'Acéside, il n'y aurait pas eu Microsoft ». Ce qui n'est pas souvent mentionné dans l'histoire des débuts de Microsoft, c'est un troisième membre de cette bande de prodiges de l'informatique lycéen, Kent Evans. Tout aussi intelligent, tout aussi visionnaire. Kent aurait très bien pu être l'un des fondateurs de Microsoft, aux côtés de Gates et Allen. Cependant, cela n'arriverait jamais. Un accident de montagne a coûté la vie à Kent avant qu'il n'obtienne son diplôme de lycée. Les chances qu'un lycéen soit tué dans un accident de montagne sont d'environ 1 sur 1 million. Tout comme un coup de chance extrêmement rare propulserait Bill Gates et Paul Allen vers un grand succès. Kent Evans vivrait un événement extrêmement rare et une rencontre avec ce que Housel appelle le proche parent de la chance, le risque. La chance et le risque sont comme le vent et les vagues qui déterminent la course d'un voilier. Le marin peut contrôler le gouvernail et les voiles, mais finalement la direction et la vitesse du bateau sont influencés par des facteurs externes qui ne peuvent être entièrement prédits ou contrôlés. La quête du succès est pleine de rebondissements, et le rôle que la chance et le risque jouent dans la formation de nos vies est une perspective importante à garder à l'esprit. Comprendre que le succès est une combinaison complexe de facteurs, incluant à la fois le talent et la chance, peut nous aider à aborder nos propres décisions financières avec plus d'humilité et de perspective. La clé du bonheur. Les gens veulent devenir plus riches pour se rendre plus heureux, mais selon Housel, la clé du bonheur est la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. La poursuite de la richesse matérielle a conduit de nombreuses personnes à travailler plus dur et à renoncer à plus de contrôle sur leur temps, bien qu'elles soient plus riches que jamais auparavant. Cependant, des études montrent que le fait d'avoir le contrôle sur sa vie est le prédicteur le plus fiable. Des sentiments positifs de bien-être, plus que votre salaire, la taille de votre maison ou le prestige de votre carrière. En fin de compte, le contrôle de votre temps est le dividende le plus élevé que l'argent paie. Poursuivre l'argent sans valoriser le temps, c'est comme remplir un seau percé. Quelle que soit la quantité d'eau que vous y versez, elle continuera à fuir. De même, quelle que soit la quantité d'argent que vous accumulez, elle n'apportera pas un bonheur durable si vous n'avez pas le contrôle de votre temps et ne pouvez pas profiter des fruits de votre travail. Événement de queue. Événement de queue. Heinz Berggruen, un homme qui a fui l'Allemagne nazie et s'est installé en Amérique, est devenu l'un des marchands d'art les plus prospères de tous les temps. Il a collecté une quantité massive d'œuvres d'art, y compris des œuvres d'artistes célèbres comme Picasso, Klee et Matisse. En 2000, il a vendu une partie de sa collection pour plus de 100 millions d'euros. Quel était son secret pour acquérir tant de chefs-d'œuvre? Était-ce l'habileté? Était-ce la chance? Selon Horizon, une société de recherche, les grands investisseurs achètent de vastes quantités d'œuvres d'art et les conservent pendant une longue période. Ils attendent que quelques-uns de ces tableaux deviennent bien connus et valent beaucoup d'argent, même si la plupart des tableaux qu'ils ont achetés n'avaient pas beaucoup de valeur. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'avoir toujours raison, mais d'avoir un portefeuille diversifié. Et d'attendre que quelques gagnants émergent. Peut-être que 99% des œuvres acquises par une personne comme Berggruen dans sa vie se sont avérées de peu de valeur. Il pouvait se tromper la plupart du temps, mais cela n'a pas d'importance particulière si les 1% restants se révèlent être l'œuvre de quelqu'un comme Picasso. Ces événements sont appelés des queues de distribution, ou long tail en anglais. C'est lorsque qu'un petit nombre d'événements peut représenter la majorité des résultats. Les queues de distribution de la collection d'art de Berggruen sont ce qui a conduit à sa fortune finale. L'histoire de Berggruen nous enseigne une leçon précieuse sur l'investissement, et ce concept de queue de distribution s'applique également à de nombreux aspects des affaires et de l'investissement. L'exemple évident est le capital risque.
La plupart des startups dans un fonds de capital risque échoueront et feront perdre de l'argent au fonds, mais tous dont elles ont besoin. Ce sont de quelques startups exceptionnelles qui génèrent des rendements de plus de 20x pour compenser les pertes. Prenez Amazon, par exemple. En 2018, elle a généré 6% du rendement du S&P 500, bien qu'elle ne soit qu'une seule entreprise. Si nous regardons à l'intérieur d'Amazon, sa croissance a été largement tirée par deux événements de queue, Amazon Prime et Amazon Web Services. Ces deux produits à eux seuls ont largement compensé toutes les expériences moins réussies d'Amazon, comme le Fire Phone ou les agences de voyage. Après le lancement désastreux de l'Amazon Fire Phone, plutôt que de s'excuser auprès des actionnaires, Jeff Bezos a déclaré « Si vous pensez que c'est un gros échec, nous travaillons sur des échecs bien plus importants en ce moment. Je ne plaisante pas. Certains d'entre eux feront que le Fire Phone ressemblera à une minuscule petite erreur. » Bezos comprend qu'il est acceptable de faire des erreurs et d'échouer avec la plupart des produits si le processus crée les 1% de produits événements de queue qui dirigent tout. Les événements de queue sont pour la plupart contre-intuitifs et nous sont cachés car nous ne voyons que les produits finis. Et non tous les échecs en cours de route qui ont mené à ce produit fini. Ouzel dans le livre utilise un exemple réel d'un humoriste. Lorsque vous regardez le spécial Netflix, vous vous dites « Waouh, cet humoriste est incroyable ». Ce que vous ne voyez pas, ce sont toutes les blagues ratées, les essais et erreurs que l'humoriste a testés dans de petits clubs à travers le pays avant de faire le spécial. Le spécial Netflix est le recueil des 1% des blagues événements de queue qui ont réellement fait rire les gens. 99% des blagues en cours de route étaient probablement juste correctes. En matière d'investissement, même si les queues de distribution sont répandues, la plupart d'entre nous les ignorons. Lorsque les choses tournent mal, nous avons tendance à réagir de manière excessive. Dès que vous acceptez que les queues de distribution dirigent tout dans les affaires, l'investissement et la finance, vous réalisez que beaucoup de choses peuvent mal tourner, échouer ou s'effondrer. N'oubliez pas, sur les près de 500 actions choisies par Warren Buffett, seuls 10 ont généré la majorité de son argent. Les bons sélectionneurs d'actions n'auront raison que la moitié du temps. Les bons leaders ne prendront de bonnes décisions que la moitié du temps. Le fait que vous puissiez vous tromper parfois ne signifie pas que les choses ne s'arrangeront pas avec le temps. En fin de compte, le résultat peut être déterminé par un petit nombre d'événements. Au-delà du bling, vraie richesse versus être riche. Vraie richesse versus être riche. Il est si important de comprendre la différence entre être riche et être aisé. La richesse concerne votre revenu actuel et les choses que vous possédez, tandis que l'aisance concerne les actifs financiers que vous n'avez pas encore dépensés. La vraie richesse n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas. Il est facile de supposer que quelqu'un conduisant une Lamborghini est aisé, mais les apparences peuvent être trompeuses. En réalité, de nombreux individus vivent au-delà de leurs moyens et dépendent de la dette pour financer leur mode de vie ostentatoire. L'aisance ne concerne pas les voitures que vous conduisez, les bagues en diamant ou les maisons que vous possédez. Elle concerne ces actifs financiers que vous n'avez pas encore dépensés. Accumuler de l'aisance demande de la maîtrise de soi et de la retenue. Peut-être aurez-vous du soleil ce jour-là, peut-être de la pluie. Vous pourriez vous perdre, vous pourriez tomber et vous blesser. La difficulté de l'ascension n'est pas toujours apparente tant que vous n'êtes pas au cœur de l'action. Du sol, le chemin à emprunter peut sembler évident, mais en cours de route, vous devrez certainement réévaluer et changer votre chemin vers le sommet. Vous n'avez cependant aucune illusion qu'il y aura un escalator doré qui vous mènera en toute sécurité au sommet. Vous comprenez avant l'ascension que cette incertitude et ce risque sont juste le prix que vous devez payer pour atteindre le sommet. Mais lorsqu'il s'agit d'investir en bourse, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent éviter l'incertitude et le risque et obtenir quelque chose pour rien. Pensez à la voiture neuve comme à la recherche de rendement de 12% sur le marché boursier. La voiture d'occasion est moins chère, mais s'accompagne également de moins de récompenses. La voiture d'occasion est comme un investissement beaucoup plus sûr, mais ne rapporte que 4% par an. Voler une voiture, c'est comme essayer d'obtenir quelque chose pour rien.
99% des gens éviteraient de voler la voiture parce que les conséquences l'emportent sur les avantages. Cependant, lorsqu'il s'agit du marché boursier, les gens semblent avoir l'impression qu'ils peuvent choisir l'option 3 et voler au marché. Ils essaient toutes sortes d'astuces et de stratégies pour obtenir de bons rendements du marché sans en payer. Le prix. Sachez quand assez est vraiment assez. Familiarisez-vous avec le concept d'adaptation hédonique ou le tapis roulant hédonique. Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous continuez à déplacer le poteau plus loin. Il suffit de regarder la chute de Bernie Madoff et Gupta, deux hommes qui avaient déjà tout et étaient ultra riches. Mais tout l'argent du monde n'aurait jamais été suffisant, les deux ayant recours au crime. Pour gagner encore plus d'argent. La poursuite de la richesse et du succès sans savoir quand assez est assez est. Comme monter une échelle sans fin. Quelle que soit la hauteur atteinte, il y a toujours un échelon à atteindre et la poursuite peut devenir obsédante, menant à un manque de bonheur et d'épanouissement.